Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un numéro spécial d'investigation consacré ce soir à Haïti, 10 ans après le séisme de 2010. Il était 16h53 ce mardi 12 janvier 2010 quand la terre de Port-au-Prince se mit à trembler, détruisant une grande partie de la ville et faisant plus de 230 000 morts, des centaines de milliers de blessés et plus d'1 million de sans-abri. La mobilisation internationale pour venir en aide au peuple haïtien, l'un des plus pauvres du monde, fut sans précédent. Des sommes colossales ont été collectées pour entamer la reconstruction. Pourtant, vous allez le voir, celle-ci est loin d'être terminée. Haïti, 10 ans après le chaos, un film de Grégoire Degnaud et Guillaume Martin. Cela fait longtemps que Grégory n'est pas revenu dans cette zone de Port-au-Prince. Il y a 10 ans, il y habitait avec sa famille, ses amis. Ouais, c'est là. C'était là. C'était la maison ici. Là, il y avait un terrain de basket. On jouait au basket avec les jeunes du quartier. À 16h53, le 12 janvier 2010, la terre s'est mise à trembler. Personne n'a été épargné. Et j'étais avec lui. J'avais ma tante et une sœur, une cousine. Et puis du coup, on a senti le tremblement. Mais j'ai pensé que c'était un tracteur. Mais non, c'était pas ça. C'était plus que ça. Et j'ai commencé à voir la maison balancer. Et on a commencé à courir. Et on est allé du côté de la douche, c'était déjà écrasé. Le salon. Et c'est à ce moment que lui, Laurent, il était là, il était sous la table. Et moi, j'étais tout près d'un réfrigérateur, je crois. Il y avait un décombre, un gros morceau de décombre qui est tombé sur la table. Oh! J'ai perdu mon meilleur ami ce jour-là. Et il devait être avec moi, mais... J'ai su qu'il était mort quand ses parents sont venus ici. Bien sûr, moi, j'ai commencé à chercher avec eux jusqu'à ce qu'on a trouvé son corps sans sa tête. Et ben oui, on a reconnu son corps à cause du passeport de son papa qui était dans son sac. Et le sac est resté dans son dos, mais il n'avait plus de tête. Surtout, la façon dont ça s'est passé, c'était brusque. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Haïti, l'habitué des catastrophes, n'avait jamais connu un tremblement de terre d'une telle ampleur. L'épicentre n'est pas loin de la capitale. Les dégâts sont considérables. Les gens sont dans la rue par peur des répliques et marchent à la recherche de leurs proches. En quelques jours, les secours s'organisent. Ils arrivent du monde entier. La tâche est immense et le bilan colossal. 300 000 morts et autant de blessés. 1,5 million de personnes ont perdu leur maison. Ils vivent dehors, sans eau, sans nourriture, mais toujours dans la dignité. À partir de cet événement, il y avait une grande solidarité entre les Haïtiens. On vivait différemment, on s'entraidait. Et puis, il arrivait les aides de partout. Mais avec ça, ça signifiait un grand espoir. C'était un moment phare pour le développement du pays. Mais malheureusement, c'est mal passé. 10 ans après le tremblement de terre, Grégory, comme la grande majorité des Haïtiens, a du mal à garder espoir. Depuis ce séisme dévastateur, Haïti a dû faire face aux cyclones, à une épidémie de choléra, plusieurs présidents de la République.
Ici, rien n'a vraiment changé. Et pourtant, 14 milliards de dollars ont été promis. Bill Clinton et George Bush prennent la tête d'une fondation pour gérer cet argent. Il faut reloger les sans-abri, reconstruire les hôpitaux, les ministères, les bâtiments administratifs. Tout est à refaire. Aujourd'hui, les traces de la catastrophe sont encore visibles. Des centaines de milliers de victimes du séisme vivent toujours dans des abris de fortune. Et dans ce contexte, la colère monte contre le président Jovenel Moïse. Pendant qu'il défile derrière les grilles de la présidence, en ville, les Haïtiens manifestent contre la corruption et l'incapacité des élites à gérer le pays. Ils nous ont toujours pas payés. Haïti est un pays très dur. Depuis ce matin que l'on travaille, on n'a pas encore mangé. Dans les quartiers les plus pauvres, le pouvoir ne contrôle plus rien. Des gangs se partagent ces zones de non-droit. Je ne trahirai jamais ma classe sociale. Je suis prêt à mourir. J'ai pas peur de la mort. Les habitants dépités tentent de survivre. Le gouvernement a pris tout l'argent. Ils se le sont partagés. Ils n'ont pas du tout pensé à nous. En cette période de fête, Port-au-Prince devrait être en effervescence, mais rares sont ceux qui s'aventurent dans les rues. Dans le centre-ville, les principales artères sont barrées. À pied ou à moto, ça passe. Les voitures, synonymes de richesse, ne sont pas les bienvenues. Ce sont les quartiers populaires qui manifestent contre le président accusé, comme ses prédécesseurs de corruption. Et quand tout va mal, c'est aussi de la faute des autres. La faute de ces pays qui ont souvent beaucoup donné, mais pour les manifestants, pas aux bonnes personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que le président Jovenel est un domestique. Jovenel est un laquais. Ceux qui maintiennent Jovenel au pouvoir sont les Américains, la France et le Canada. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est un tremblement de terre parce que tu regardes les gens mourir, ils n'ont pas de droit à la santé, pas de droit à l'éducation, les écoles sont fermées. C'est plus qu'un tremblement de terre. La résistance dure depuis des mois, une cinquantaine de morts, des centaines de blessés et un pays complètement paralysé. Les universités ne fonctionnant plus, les étudiants en grève de la faim sont venus exprimer leur dégoût du système en place. Après le tremblement de terre du 12 janvier, on peut dire que c'est l'effondrement de l'ordre moral, c'est l'effondrement de l'ordre constitutionnel. La loi n'est plus respectée dans notre pays, l'économie s'est effondrée. Ces mecs nous apportent plus de problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les étudiants, nous demandons le changement du système. En ce jour de contestation, on célèbre aussi la bataille de Vertières, qui en 1803 permettra à Haïti de devenir la première république noire et indépendante au monde. Le président Jovenel, un quasi-inconnu mis en place par son prédécesseur et ses alliés américains, n'a pas pu se rendre sur les lieux de la victoire. Trop de barrages et d'insécurité. Alors, dans les jardins de la présidence, entouré de militaires, il tente de garder la tête haute et rejette la responsabilité du chaos sur les autres. Promettre ses dettes. Jean te prend grosse décision dans la campagne électorale. Et je dis, peuple haïtien, mais l'amour là, mais le devant. Il y a des problèmes économiques, des problèmes sanitaires. Vous avez aussi des problèmes de sécurité qui sont assez importants. Comment vous faites aujourd'hui avec le gouvernement pour lutter contre ces problèmes? Le plus gros problème que nous avons, c'est que l'État haïtien est capturé. Il y a en fait des oligarques qui font en fait une mainmise sur l'État. Et cette mainmise, ça ne date pas d'hier. C'est comme si c'est un système que vous avez des gens qui ont la capacité de régénérer ce système de temps en temps. Chaque 10 ans, chaque 15 ans, chaque 5 ans, le système est régénéré et les choses restent
les mêmes. Cela veut dire que le peuple souffre pour qu'on libère l'État, pour qu'on libère l'administration publique. Et une administration qui doit en fait sortir des griffes de certains oligarques pour que cette administration en fait vienne au secours de la population, pour que l'État est au service du peuple. On va malheureusement bientôt célébrer les 10 ans du tremblement de terre. Est-ce que l'aide a été à la hauteur de ses promesses? On a promis des choses, est-ce que ces promesses ont été tenues? Bon, en fait, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé. Moi, je n'ai pas en fait les chiffres exacts, mais il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de milliards dépensés en Haïti après le tremblement de terre. Et vous pouvez le constater comme moi. Il n'y a pas en fait une zone de construction, je dirais, qui peut témoigner de ces sommes-là qu'on a dépensées en Haïti. Et c'était en fait une guerre entre les organisations non gouvernementales en Haïti. Il n'y a pas eu en fait une bonne gestion, je dirais, une bonne coordination de cette aide. Moi, je dois vous dire, après 10 ans, le goût n'est pas... Le goût sur les lèvres des Haïtiens n'est pas sucré, c'est salé. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. En attendant de savoir qui est responsable de quoi, à l'hôpital général, la situation ne s'améliore pas. Il fonctionne tant bien que mal dans des locaux hors d'âge. Le 12 janvier 2010, il y a eu une destruction de 50%. C'était un hôpital qui avait 700 lits et on est réduit à 400 lits. Il y a certains services qui ne sont pas modernes, qui sont encore dans un état de vétusté. Donc on est réduit à 400 lits, mais on continue quand même à prodiguer des soins. Il est interdit de filmer à l'intérieur. Ordre du gouvernement. Donc ça, c'est la salle de triage. Nous n'aurons accès qu'à la seule salle rénovée, le seul endroit où tout est en parfait état. Pourtant, depuis des années, un nouvel hôpital est en construction. En ce moment, plus rien n'avance à cause d'un conflit entre le constructeur et le bailleur. Un problème d'argent. Les travaux sont arrêtés et ça accuse vraiment un grand retard, puisqu'on l'avait promis pour mars 2019. Et là, les travaux sont avancés à 85%. Pour le moment là, on se croise les doigts, on espère. Après le tremblement de terre, il y a eu quand même beaucoup de partenaires qui sont venus aider l'hôpital. On a eu la coopération suisse, on a eu certains groupes américains qui sont venus en mission, on a eu des professeurs invités. Donc tout ça, quand même, c'était avec de l'argent. Donc je pense que... Je ne sais pas si c'est combien de milliards qu'on a reçus, mais il y a eu quand même des missions humanitaires. À l'image de cet hôpital, c'est tout le système de santé qui va mal. La Croix-Rouge internationale est partie. Pourtant, un Haïtien sur 2 souffre de malnutrition. Les médicaments manquent. Reste la Croix-Rouge haïtienne et un immense parking où pourrissent des dizaines de véhicules. Son président, le docteur Jean-Pierre, a vu les moyens colossaux déployés il y a 10 ans. Mais depuis, il est bien souvent contraint à l'inaction. C'était la première et la plus grosse opération d'assistance humanitaire que le mouvement ait jamais eu à faire au cours de son existence. Et Haïti aussi, c'était la première fois qu'il y a eu tant d'assistance. J'estime que si tout n'a pas été fait, mais beaucoup a été fait qui ont quand même permis à Haïti de subsister dans cet intervalle. Et beaucoup de travail fait, mais qui ont été par la suite remis en question à cause des phénomènes naturels, puisque nous sommes régulièrement, annuellement frappés par les ouragans ou encore par d'autres types de catastrophes naturelles. Et vous êtes arrivé en pleine période où le pays est confronté à des troubles de nature sociopolitique. Par exemple, nous avons commencé à assister la communauté de Canaan, et puis par la suite, nous sommes en face, et vous l'avez vécu, vous le vivez actuellement, d'un problème, je dirais, d'ordre social, d'ordre politique, qui empêche pratiquement tout déplacement, je dirais, d'humanitaire dans cette zone.
Canaan, c'est une ville, ou plutôt un bidonville, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. C'est là où ceux qui avaient tout perdu pendant le tremblement de terre se sont retrouvés. Pour s'y rendre, il faut prendre la route. Et ce matin, des manifestants ont bloqué un pont avec un camion. Depuis, la circulation est paralysée et la police veille pour permettre aux dépanneuses de travailler. C'est comme ça tous les jours en Haïti. Les plus riches seront rançonnés, des véhicules brûlés, les gens ont peur. Plus rien ne fonctionne normalement. La route est réouverte et voici Canaan. Des dizaines de milliers d'habitants sur une colline aride. Pas d'eau courante, pas vraiment d'électricité et des maisons fabriquées avec des matériaux de récupération. Depuis 10 ans, gouvernements haïtiens ou humanitaires leur ont tout promis, mais ils n'ont rien vu venir. Ici, les gens vivent en moyenne avec moins de $1 par jour. Pour survivre, il faut être débrouillard. Oh, chef. Salut chef, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va mon gars, ça va. Assis-toi là. Mais fais attention à ne pas tomber. Tu sais bien qu'il n'y a rien de bon à Canaan. Même les pieds de nos chaises ne sont pas bons. Je pensais que je te verrais hier, comme c'est toi qui as l'habitude de m'aider à trouver du travail. Tu sais mec, y a rien. C'est le néant. Je cherchais un travail que l'on aurait pu faire à deux, mais j'ai rien trouvé. Tu sais bien que la politique de ce pays est nulle. Vognav Mézius et Carlos Pierre sont des membres respectés de cette communauté abandonnée de tous. Depuis que nous sommes installés ici, rien de sérieux n'a été fait. C'est avec nos propres moyens que l'on bricole. Nous faisons tout nous-mêmes. C'est une église que nous avons construite nous-mêmes, là une école. Nous sommes solidaires, tous ensemble nous avançons. Mais même en faisant tout cela, ce n'est pas assez. Car nous n'avons pas suffisamment de moyens. Lorsque l'on regarde bien autour, rien ne va. Rien n'a été fait à Canaan. Alors qu'il y a eu beaucoup de dons pour cette zone. Mais nous n'avons jamais vu l'argent. Franchement, quand tu regardes, rien n'a été fait dans cette zone. Le gouvernement a pris tout l'argent. Ils se le sont partagés. Ils n'ont pas du tout pensé à nous. Après le 12 janvier, le président Préval a fait une déclaration et il a dit que toutes les victimes qui n'ont plus d'endroit où aller peuvent se réfugier à Canaan et y habiter jusqu'à nouvel ordre. Depuis cet instant, toutes les personnes dont la maison a été détruite sont venues ici. Donc, nous nous sommes installés ici. Nous avons construit nos maisons. Nous avons tout recommencé puisque nous avions tout perdu. On entend qu'il y a eu des millions qui ont été débloqués pour nous aider. Mais nous, les victimes, nous n'avons rien reçu. Le gouvernement ne vient pas nous voir, ne nous aide pas et ne se soucie pas de notre situation. Il nous laisse mourir de faim dans la misère. Il n'y a pas d'eau, pas d'hôpital, pas d'école. La population vit dans cet endroit délabré. Environ 80 000 personnes y vivent et le gouvernement n'y est jamais venu. Parfois, ils achètent un peu d'eau et fument le quartier en disant que c'est eux qui ont tout fait. Mais aucune ONG n'a fait quelque chose de concret ici. Eux, ils entassent entre leurs mains les millions qui sont censés nous aider. Aujourd'hui, je veux que les gens soient au courant de ça pour qu'on puisse nous aider. Parce que notre gouvernement, pour nous qui vivons dans ces conditions, ne fait rien. Mais la vie continue. Et tous les jours, des familles se forment, des enfants naissent. En forme? Oui, en forme. Il vient de naître. C'est du bon boulot. Du bon boulot. Tu vas l'amener à l'hôpital? Je n'ai pas d'argent. Donc je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Je dois me débrouiller toute seule.
C'est la fièvre qui a fait ça? Je ne sais pas si c'est la fièvre. C'est quoi comme fièvre? C'est une vieille fièvre. Tu ne l'as pas amené à l'hôpital? Non. Il n'y a pas de médecin, c'est nous-mêmes qui nous soignons. Avec la crise dans le pays, nous ne pouvons même pas trouver une voiture pour aller à l'hôpital qui est beaucoup trop loin. Donc nous sommes obligés de rester ici. Là, c'est une fièvre qui l'a mis dans cet état. On a des problèmes avec les services de santé. Si un enfant a une fièvre et que vous comptez sur un hôpital pour le soigner, il est déjà mort. On ne peut pas se soigner ici. Haïti a le plus fort taux de mortalité infantile des Caraïbes. Il n'y a pas d'eau potable dans tout le quartier. Regarde tout ce monde. Et il y a juste ce point d'eau. C'est un pasteur qui nous aide. Il a installé l'eau potable pour nous, pour que chaque personne puisse avoir un petit gallon. Ce n'est pas l'État qui nous l'offre, mais un pasteur du quartier. Pauvre pasteur, il n'y a que lui qui nous maintienne en vie à Canor. Quand Vognav s'est installé ici avec sa famille, il vivait sous une bâche en plastique. Il a mis 7 ans pour réussir à acheter les parpaings et les tôles pour construire sa petite maison. Aujourd'hui, il n'a toujours pas l'eau courante, ni l'électricité. C'est ici que j'habite en tant que leader du quartier. Voici ma maison et mon enfant. On ne vit pas, on survit. Lorsqu'on a quitté notre ancienne maison, on pensait que ce serait un lieu de passage. On habitait la plaine, mais le 12 janvier, notre maison s'est écroulée. Donc nous sommes venus vivre ici. Malgré toutes les difficultés ici, on y reste. On s'accroche, parce que nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Ici, c'est là où je me lave. C'est en piteux état, j'essaie de survivre. Il faut bien que je me lave. Tu sais, on ne peut pas vivre sans manger. C'est ici que nous faisons à manger. Nous essayons de garder la tête haute. Nous sommes haïtiens. Nous nous débrouillons. Si au moins il y avait du travail, on travaillerait. Parce que nous pouvons travailler, mais il n'y a pas de boulot. Et pendant ce temps, on apprend que 14 milliards ont été dépensés dans ce pays. Est-ce que c'est sérieux? Nous ne pouvons pas vivre ainsi en tant que Haïtiens. Martelly est venu nous voir ici quand il était président. À part ça, il n'a rien fait pour nous, à part des promesses. Mais Jovenel n'est jamais venu nous voir, alors que tous les jours il passe par la route nationale. Il fait exprès de mettre ses lunettes noires pour ne pas nous voir, parce que pour lui, nous ne sommes même pas humains. Et nous avons pourtant le même sang. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Lui au moins nous considère. Deux mondes dans un même pays. De l'autre côté de la colline, à quelques centaines de mètres, sur une route déserte et à moitié barrée, il reste une trace du séisme de 2010. Sur les lieux où des dizaines de milliers de corps ont été enterrés, l'ancien président a fait construire un monument. La gardienne des lieux n'a pas vu une voiture, un visiteur depuis 1 an. Ici, c'est une grande fosse. Il y a beaucoup de monde dedans. Je ne peux pas vous dire combien il y en a. Beaucoup? Oui, beaucoup de monde. On a mis cette pierre comme une sorte de monument pour embellir les lieux. Ici, il y a encore une grande fosse. Beaucoup de monde. C'est le président Martelly qui a fait construire tout ça pour les morts du 12 janvier. Tout semble à l'abandon et à moitié terminé faute d'argent. On va bien préparer l'endroit, on va planter d'autres fleurs, on va tout nettoyer. Pour le 12 janvier? Oui. Ça sera prêt? Comme j'ai entendu que le président pourrait ne pas venir, alors je ne sais pas. Donc il n'y aura pas de préparation définitive, parce que l'année dernière, c'était la même chose à cette époque. La pauvre gardienne se sent bien seule pour tout remettre en état. Je travaille ici depuis 4 ans et jusqu'à présent, je n'ai jamais été payée. Et cette année encore, c'est la même chose. Les gens sont méchants, ils ne font rien pour nous. Oh, le drapeau est tombé. C'est le vent qui l'a emporté.
L'union fait la force, la devise d'un pays déchiré. En un peu plus de 30 ans, il y a eu une vingtaine de présidents. Seuls 2 ont achevé leur mandat. Les autres ont tous été accusés de corruption. L'actuel président et ses proches n'échappent pas à la règle. Journal 4, 4 chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4, nouvelle totale. On dit tout le monde bonsoir, puis information nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans le journal ça, aucun responsable et sogénère ni ancien responsable dans l'État qui te une convocation journée jeudi devant parquet dans 4 dossiers sogénères. Accusation c'est enrichissement illégal, surfacturation, association malfaiteur, abus de confiance. Liliane Pierre-Paul est une vedette en Haïti. Son émission quotidienne, la plus suivie du pays, n'épargne personne. Elle représente l'opinion générale de la majorité des Haïtiens. On passe au nous du pays à plonger dans blackout, il y a des zones qui sont 8 jours depuis pas de lumière. Bon, on sait comment fonctionnent les organisations internationales, les ONG. Ils sont arrivés ici en masse et puis on a vu énormément de dépenses de voitures et estampiller telle organisation internationale, c'était même pas nécessaire. Et puis, il y a eu énormément de surenchères concernant la situation en Haïti. Mais moi, j'ai pas de chiffres à avancer. J'ai pas mené d'enquête spécifique là-dessus parce que je suis toujours prise dans les méandres des problèmes quotidiens du peuple haïtien qui ne s'est pas arrêté avec le tremblement de terre. Kiskeya, la radio de l'île. Et aujourd'hui, le pays est totalement ingouvernable. Mais ce n'est pas un échec haïtien. C'est un échec partagé. Et la communauté internationale y a participé activement et participe encore. On ne va pas nous faire croire que c'est les Haïtiens qui ont échoué. La communauté internationale a échoué en Haïti. Et on parle beaucoup de corruption quand même en Haïti, de tous les gouvernements qui se sont succédés. Ils viennent avec beaucoup de promesses. Soutenus par la communauté internationale de façon active. Et aujourd'hui encore, au moment où je vous parle. Ça ne veut pas dire que les dirigeants haïtiens ne sont pas responsables, que les élites haïtiennes ne sont pas responsables. Mais je dis que cet échec doit être partagé. Parce que la communauté internationale est impliquée jusqu'au cou là-dedans. Ils ont toujours supporté les gouvernements réactionnaires, conservateurs, qui sont contre les intérêts du peuple haïtien. C'est ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, maintenant. Pour l'ONU, la situation est catastrophique. Mais son Conseil de sécurité a décidé de mettre fin à 15 ans d'opération de paix en Haïti. Trop cher, inefficace, le millier de policiers étrangers est parti. La police est débordée. Des zones entières du pays sont livrées aux bandes armées. À Port-au-Prince, le plus grand bidonville s'appelle Cité Soleil. Plus de 300 000 personnes s'y entassent et des chefs de gang se partagent le territoire. Certains marchent avec le pouvoir en place, d'autres l'affrontent. Mais les services de l'État ne rentrent plus jamais ici. Le boss de Bélékou s'appelle Isaac Andris. Pas question de le filmer, ni ses hommes. Il nous dit que tous ceux qui ont accepté ont été tués ou arrêtés. Lui, ça fait des années qu'il tient sa zone. Cet endroit s'appelle Bélékou. C'est l'endroit où ma mère m'a mis au monde. Pour moi, en Haïti, ici, c'est l'endroit où on est le plus en sécurité. Parce que tu trouveras jamais quelqu'un qui va te manquer de respect. J'ai appris aux gens à vivre en symbiose et en harmonie. Ma fonction ici, c'est d'être le leader social. Ils m'ont chargé de mission. Récemment, le gouvernement a envoyé 350 sacs de riz. Ce matin, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils en envoyaient encore 500 pour que je les partage. Le gouvernement a des gens qui l'utilisent comme intermédiaire pour régler différents problèmes. C'est lui qui rentre en contact avec moi. Cette façon de procéder, c'est comme ça dans tous les ghettos du pays. J'aimerais faire plus pour que les gens ne soient pas frustrés. Des gens viennent de partout me demander de l'aide. Quand ils me disent qu'ils ont faim, ça m'inquiète. Car je sais que la faim peut vous faire faire n'importe quoi. Il faut que mon pays change. Il y a des gens qui se cachent pour voler les autres. Et on veut que j'adhère à ça? Ça non, c'est pas possible.
Maintenant, la violence est vraiment terrible. Moi, je suis fermement un opposant. Je suis dans le 3e camp. J'attends que cette bataille soit terminée pour en commencer une plus grande. Il faut qu'il y ait une autre bataille. Et si par hasard je trouvais des hommes de bonne volonté, je prendrais le pays en main. Je réformerais l'État. Et quand j'aurai fini de réformer l'État, mes amis et moi, nous serons alors des héros. Je suis prêt à le jurer sur ma vie. Je connais ma classe sociale et je ne trahirai jamais ma classe sociale. Je ne trahirai jamais Haïti. Personne ne pourra me faire trahir mon pays. Je suis prêt à mourir. J'ai pas peur de la mort. Pendant cette période d'incertitude et de violence, les Français vivant en Haïti ont décidé de se réunir dans un restaurant des beaux quartiers de Port-au-Prince. Il y a des binationaux, comme cette jeune femme, Dora Dutour, revenue en Haïti au lendemain du séisme pour aider son pays. Je suis avocat en Haïti et je plaide. Maintenant, les tribunaux sont fermés depuis 1 mois et demi, mais normalement, oui. Tu vas bien? L'hôpital général n'a pas été reconstruit. On n'a même pas d'école sur lesquelles on peut s'appuyer et dire, bon, bah, au moins on a mis 1 million là. À part les tronçons de route, il n'y a pas d'électricité. La situation parle d'elle-même. Moi, j'ai plutôt l'impression que les dollars ne sont jamais arrivés. Ou s'ils sont arrivés, ils sont passés par la mauvaise gestion de l'humanitaire ou de la première aide humanitaire. Mais je pense que c'est le problème du siècle dans lequel on vit. L'aide au développement n'est pas vraiment bien allouée, on va dire. Donc il y a plein de gens, plein de bonnes volontés, mais je ne sais pas, le système est à repenser, d'après moi. On a réfléchi, on a demandé, et puis ça s'est fait, boum, bim, et puis voilà. Puis avec les problèmes de sécurité, c'est bien d'avoir fait le midi. Ouais, non, on ne pouvait pas le faire le soir, quoi, oui, ça c'est sûr. Celui qui a organisé cette réunion pour sortir les Français souvent terrorisés de chez eux, c'est Brice Dumanoir. Arrivé il y a 9 ans en Haïti, à 22 ans, il est tombé amoureux de ce pays. La communauté était à peu près une somme de 1800 Français, on est passé à 1500. Donc il y a eu beaucoup de départs. Donc bon, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans le pays. Et maintenant, en effet, on essaye de les remettre en confiance. Bon, là, par exemple, la situation va mieux là depuis quelques jours. Et donc, on essaye de se rassembler. Il y a toujours des entreprises qui vont fermer. Maintenant, dire que les entreprises partent, c'est vrai que ça ne met pas forcément en confiance. On est absolument d'accord. Maintenant, de dire qu'il n'y a pas d'investissement, ça c'est faux. Vous avez par exemple le nouveau port qui va être ouvert. C'est Bolloré qui est en train de faire ce port. Vous avez des usines, c'est des millions de dollars. Il y a des choses qui se font. Après, certainement, le climat n'était pas favorable. Et on sait que 2020, tout va bien se passer. Donc on reste positif. Garder espoir. Ce pourrait être la devise de Brice Dumanoir. Il est responsable des ventes d'un hôtel de luxe en bord de mer, à moins d'1 heure de Port-au-Prince. C'est sûr que bon, les 2 derniers mois étaient très difficiles, même en termes de sécurité. Donc personne ne pouvait venir à l'hôtel. On comprend les manifestations qu'il y a eu, on comprend la situation. Maintenant, c'est sûr que pour les hôtels de la côte, c'est pas une bonne chose, on va dire, au niveau business. Finalement, la route est ouverte, donc bon, vraiment excité d'y aller, très content. Et voilà. Comment il est? En forme? Voilà. Cela fait 2 mois que Brice n'est pas venu au Royal des Cameron. Route bloquée et surtout pas de clients. Il retrouve Fernando, le directeur de l'hôtel, resté coincé sur place. Ça va? Welcome back. Merci. Joël. Good. Brice? Bonjour, ça va? You're all mic'd up there. Yeah.
Et comment était la route? Bravo, vous venez de Port-au-Prince. Nous avons fait la route hier. Le pays est débloqué. Finalement. Mais merci parce que vous venez. You know, we were open during all this time, like 2 months. Oui, nous savons. Nous avons parlé à Fernando. Prière pour Fernando. Et le service a été le meilleur. Rien ne manque. Tout est là. C'est un vrai luxe d'avoir un endroit rien que pour nous. OK. Thank you. OK. So, everything good? Good. Donc en attendant, c'est là où on a mis le petit déjeuner, quoi. OK. Et c'est bien. Le site est majestueux. Avant, il y avait un club méditerranéen ici. Mais devant l'instabilité du pays, ils ont abandonné et plié bagages. Le resort est désert, 2 chambres occupées sur les 400 disponibles. Mais le groupe colombien propriétaire y croit encore. C'est un hôtel extrêmement beau. Nous avons 2 kilomètres de plage. Et toutes les 400 chambres ont la vue sur la mer. Et c'est une chose que l'on ne voit pas dans tous les resorts du monde. Nous sommes donc très fiers de ce bel hôtel. Alors comme on a peu de monde en ce moment, on utilise le bar central comme restaurant et bar en même temps. Comme ça, on donne le meilleur service et les clients se sentent plus accompagnés et pas seuls dans un endroit immense sans personne. Avec ce qui se passe en ce moment, nous n'avons qu'une clientèle locale. Mais une fois que la situation s'améliorera, toute la clientèle reviendra et pourra profiter de cette merveille. Le but, faire revenir les Américains, les Canadiens et les Français. Ici, c'est l'endroit où les clients viennent se décompresser totalement. C'est un espace vraiment unique parce que vous êtes en train de recevoir votre massage en écoutant la voix de la mer. La voix de la mer. On n'a pas besoin de mettre de la musique comme dans des autres spas, de la musique naturelle ici. Ce qui est extraordinaire avec ce pays, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, à chaque fois, ça a pu reprendre, ça a pu redémarrer. Donc, ça a été mal, mais on est là pour se relever. On a été les premiers. Il y en a déjà d'autres hôtels qui sont prévus sur la côte. Donc oui, il faut avoir une volonté de faire, mais il faut rester positif. Pourquoi? Parce que c'est un joyau. Un joyau, c'est un diamant non poli. Et donc, disons qu'on a poli la première face. Brice est un optimiste et un défenseur d'Haïti. Pour l'instant, il a dû réduire le personnel. Juste avant les fêtes de fin d'année, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais les premiers clients sont de retour. Un pasteur américain et sa femme. Ils vivent en Haïti depuis bien longtemps. Yes, of course, yes. Il a sa propre télé sur Internet. Et lors du tremblement de terre, il était là, caméra à la main. Nous sommes à Pétionville, où l'on peut voir de nombreuses personnes sans abri, car leurs maisons ont été détruites. En plus de ça, ils n'ont pas d'argent, pas d'eau potable, pas de nourriture. Il n'y a plus du tout de moyens de communication en Haïti. J'étais venu pour 2 semaines de visite en septembre 1975. Et ma passion était de vivre ici. Et je suis ici maintenant depuis 44 ans. Le jour du tremblement de terre, j'étais dans ma maison sur la colline à Thomassin, près de Port-au-Prince. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai pris une caméra et j'ai commencé à filmer. Et partout où vous alliez, ce n'était que mort et dévastation. Donc mes premiers 3 jours étaient de prendre des images et je faisais aussi des directs par téléphone sur les chaînes d'infos américaines pour dire ce que je voyais. J'étais en train de remonter sur Delmas, j'ai regardé au sol et j'ai vu un flot de sang dans le caniveau. J'ai filmé et je l'ai suivi pour arriver à un immeuble qui ne ressemblait plus qu'à un millefeuille. Il y avait plusieurs étages et tous les gens de cet immeuble sont morts, écrasés. Le sang s'écoulait comme une fuite d'eau. Le 4e jour, j'ai posé ma caméra. Je ne pouvais plus rien tourner, c'était trop dur. On aurait pu penser que les plus grosses organisations participeraient le plus, mais elles en ont fait le moins. Les petites ONG, comme celle de Sean Penn, qui a installé un camp, ont permis de nourrir plus de 65 000 personnes. Et avant de partir, il aura pu faire construire un foyer pour chacun.
Et ça, c'était une toute petite ONG comparée aux grandes comme la Croix-Rouge ou d'autres importantes qui n'ont quasiment rien fait. C'est une très bonne question. Je sais que les Clinton ont levé plusieurs centaines de millions de dollars pour Haïti. Je suis là depuis toujours. J'ai pu arpenter chaque coin du pays et je n'ai jamais vu l'ombre d'une aide venant des millions des Clinton. Retour à Canaan. Il est clair que ce n'est pas ici que les milliards de la communauté internationale ont été investis. Pourtant, tous les habitants sont des victimes du séisme. C'est dimanche. Rosita, la femme de Vognav, est à la maison. C'est un jour consacré à la famille. C'est les haricots. Ils ne sont pas cuits. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai de quoi manger pour aujourd'hui. Vous savez, je suis vendeuse de rue. C'est le seul jour où je suis là. Je ne peux pas abandonner la maison. Vognav bricole et Rosita range. Une vie presque ordinaire. Il n'y a qu'une seule pièce dans la maison. La maison n'est pas vraiment présentable. Il n'y a pas suffisamment de chambres pour les enfants. J'ai fait une séparation pour les lits. En attendant, je ne sais pas comment je pourrais améliorer ça. J'ai 2 enfants. Widine, elle a 12 ans. Mai, lui, a 10 ans. Vous savez, les écoles étaient fermées cette année. Ils ont commencé à y aller, mais n'ont pas terminé l'année. Peut-être qu'en janvier, les écoles seront rouvertes, mais je ne sais pas encore comment cela se fera. C'est vraiment, vraiment difficile. Parce que moi, je fais toutes sortes de commerces. Je vends des petits pains. Quand c'est la saison des mangues, j'en achète et les vends en me promenant. Mais ces derniers mois, quand je descends en ville, malgré la foule, on tire des balles et des gens meurent. Donc quand j'en achète une douzaine, je ne fais quasiment pas de bénéfices. Ça m'oblige à puiser dans mes économies. C'est vraiment, vraiment difficile. Il n'y a pas de travail, pas de commerce, pas de business. Je n'ai pas pu leur donner leur premier repas. Je suis obligée de leur donner un seul repas par jour. Je ne peux pas en faire 2, sinon ils n'auront rien après. Au moins, s'il y avait le commerce, on pourrait vivre. Mais il n'y a pas de commerce. Je vois demain vraiment, vraiment noir. Je ne peux pas aller à l'école. Le pays est bloqué. Je ne peux pas manger. Je vois le pays bien sombre. Mon papa ne va pas travailler. Ma maman non plus. Nous restons devant la porte de la maison. Quand ils vont vendre quelques bricoles dans les rues, nous ne trouvons rien à manger. Juste en face de la maison, il y a une église évangéliste, construite par les habitants du quartier. Comme tous les dimanches, ici on chante, on danse et on oublie les difficultés du quotidien. Mais on vient aussi assister au prêche du pasteur Jean-Emmanuel. Nous sommes présentés devant les trônes des dieux ce matin parce que nous avons besoin de la présence des dieux. Notre pays connaît des situations tellement difficiles. Seulement Dieu pourrait nous aider à nous relever.
si les parents ne travaillent pas, Seigneur, comment arriveront-ils à effectuer leur devoir, notre Dieu? C'est la raison pour laquelle ce matin nous te présentons ces parents. Nous te présentons, notre Dieu, chaque jeune fille, chaque jeune garçon, notre Dieu qui est préparé, qui a des projets, notre Dieu. Mais ces projets se sont étouffés dans l'être. Oh Seigneur, oh, se trouve dans ce pays que tu braques, notre Dieu, tes regards sur ce pays, parce que tu es le mathématicien par excellence, tu es le maître de l'univers. Là où notre Dieu, notre connaissance nous abandonne, mais toi tu es illimité. Si vous croyez que ce matin Dieu va venir en aide en nous, disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, ce pays marche de mal en pire. Chaque année, on espère que l'année prochaine, ce sera mieux. En réalité, l'année prochaine sera pire. Lorsque nous essayons de faire une comparaison entre le pays d'Haïti et d'autres pays, nous réalisons qu'il y a une grande différence. Il y a vraiment des grandes balises. Cela prouve que peut-être dans certains autres pays, les gouvernements pensent pour le peuple. Mais en Haïti, on voit que c'est différent. Mais on ne connaît pas vraiment la politique à 100%. Seulement, on ne fait que remarquer, que voir les choses. La foi pour oublier la souffrance. Depuis le tremblement de terre, ces églises se sont multipliées, surtout dans les quartiers populaires où l'église catholique a disparu. Une autre religion se développe. Les conversions se multiplient depuis 10 ans. L'islam sunnite a trouvé sa place en Haïti. Dans cette mosquée, pas d'école aujourd'hui. Comme dans tout le pays, toutes les écoles sont fermées depuis des mois. L'imam Abdul Malik est tout de même présent avec quelques fidèles pour le cours d'arabe. Répétez après moi, Inch'Allah. C'est important de savoir ça lorsqu'on dirige la prière. Même si ce n'est que 5 minutes, il peut y avoir une bonne connexion avec Dieu. Je suis musulman depuis 2011. À l'époque, j'étais enfant, et lorsque j'ai vu la façon dont les musulmans se comportaient, comment ils étaient unis pour aider les autres, même les non-musulmans, ce n'était plus une question de religion. J'ai trouvé alors que cette communauté avait vraiment une harmonie, de l'amour. Et ils m'ont donc donné plus l'envie, le désir d'entrer dans leur religion. J'ai appris l'arabe au Guyana et puis en Arabie Saoudite. Ils sont nombreux à s'intéresser à cette religion, surtout quand on fait le dawa dans la rue. Chaque vendredi, nous avons toujours des invités ici. Et les musulmans eux-mêmes sont intéressés à tout apprendre sur la religion. Le dawa est une technique de prosélytisme de l'islam qui consiste à envoyer des missionnaires dans la population pour faire écouter aux non-musulmans le message de l'islam et les convertir. L'imam y tient, il faut faire d'Haïti une terre d'islam. L'islam, pas seulement, vient la prière et puis fini. L'islam englobe tout genre de bagaille ça yo. Et l'important tout, les jeudis, qu'on dit là, yo va visiter frère et m'a rappelé tête moi m'a rappelé nous pas limiter seulement avec Kayo. L'important pour nous commencer à aller dans l'hôpital yo pour nous visiter moun malade yo, musulman ou non musulman. Al visiter moun malade yo. Partage important en pile dans l'islam.
Pendant le tremblement de terre, j'étais à la mosquée. Dès le lendemain, et c'est là qu'on a commencé à cuisiner, à faire de la nourriture pour donner à ceux qui n'ont pas de choses à manger. Et puis, même s'ils ne savent pas vraiment la religion, mais quand on est en train de la prière, ils restent en silence pour nous écouter. Et puis c'est là qu'ils disent, explique-moi la religion, pourquoi on prie 5 fois par jour? C'est comme ça. Et puis les gens commencent à accepter l'islam. Parce que nous, on donne tout. Jusqu'à présent, en Haïti, pas de communauté qui montrait que sont méfiants à propos de nous, on comprend ni agressifs envers nous. On comprend toute communauté en Haïti, ils respectent les musulmans et les musulmans tout respectent. Il y en a qui n'attendent ni l'aide de la religion, ni de l'État. Reginald Boulos fait partie de ceux-là. Cet entrepreneur nous reçoit dans son hôtel de luxe. Il a aussi des concessions automobiles et une chaîne de supermarchés. C'est son arrière-grand-père libanais qui est arrivé ici il y a plus d'un siècle. Un pays où tout était à faire. Et le docteur Boulos y croit toujours. Il investit toujours plus. Alors ici, c'est le plus grand centre de convention d'Haïti qui est en construction. Il a commencé à peu près il y a 8 mois. Il pourra contenir environ, en situation théâtre, 1500 personnes. Ce centre est la première étape d'un développement à 3 phases. D'abord le centre de convention. Là où il y avait l'ancien hôtel, le village, c'est une collection d'espaces commerciaux. Et la 3e phase, qui sera jusqu'en face de celle-là, nous allons construire 128 appartements. On est tombé sur une firme de la Grande Chine, c'est une firme chinoise, mais sur ce chantier, il y a 5 Chinois et 95 Haïtiens. Et moi, je dis toujours que Haïti, c'est une question de mise en place du système. Donc, l'indiscipline dont souvent on caractérise les Haïtiens, pour nous, on ne la voit pas ici. Il y a 10 ans, son hôtel avait presque entièrement été détruit. Il a tout refait et espère enfin qu'Haïti va en finir avec ses vieux démons. Vous voyez ici, on a fait pousser des arbres pour tenir d'abord la terre, mais éventuellement, quand l'hôtellerie va reprendre, le projet est de refaire les 50 chambres ici encore. Ce pays a beaucoup d'opportunités. Il y a 60 ans, nous étions $10 en plus que le PIB par habitant de la République dominicaine. Nous étions à $710, ils étaient à $700. Nous sommes à $780, ils sont à $6 850. Donc, c'est 2 choses. Un, c'est triste, parce qu'on a passé 60 ans à faire la marche arrière. C'est quand même encourageant, parce que ça vous montre que sur la même île, ce qu'ils ont fait, on peut le faire. Moi, je dis toujours, nous sommes un malade, couché sur un lit d'hôpital, avec le sérum de la diaspora, qui nous garde en vie, mais nous, on ne fait aucun effort. Vous savez bien, je suis médecin de formation. Si un patient ne veut pas faire d'effort lui-même, le médecin ne peut rien faire. J'ai été un grand supporter du président Jovenel Moïse. C'était un ami que j'ai soutenu dans sa campagne. Et c'est probablement la plus grande déception de ma vie. Parce que j'ai découvert que j'avais affaire avec un imposteur. Et aujourd'hui, les 2 ans de Jovenel, ajoutés aux 5 ans de Martelly, les effets de leur manque de politique, de la corruption de ces 8 dernières années, seront pires que le tremblement de terre. Aujourd'hui, nous sommes en création de la pauvreté. Et ces effets, ça va prendre 20, 25 ans pour les corriger, au moins une génération, et il faut 3 générations pour aboutir à un bien-être pour le peuple haïtien. Celui ou celle qui sera président d'Haïti au départ de Jovenel Moïse aura le plus grand défi économique, social et politique de l'histoire d'Haïti. Pour l'instant, le président Jovenel Moïse est toujours là et appelle au dialogue, mais il gouverne seul. Le budget atteint un déficit record et l'inflation tourne autour de 20%. Le mandat des députés est terminé et pas d'élection législative en vue. La police attend toujours du matériel neuf, la justice est à l'arrêt, la corruption en pleine forme.
La liste des problèmes est interminable. Le tremblement de terre de 2010 est bien loin, et Haïti souffre toujours autant. Et on estime aujourd'hui que seulement 12% des fonds alloués par les États-Unis ont été effectivement affectés à Haïti. Autre conséquence du tremblement de terre, des dizaines de milliers d'enfants se sont retrouvés à la rue dans des conditions alarmantes. En 2016, le journaliste Daniel Grand-Clément dénonçait leur sort dans un documentaire bouleversant, Les enfants du port, diffusé dans cette émission. 2 ans plus tard, il nous donnait des nouvelles de ces enfants dans un deuxième documentaire. Voici le 3e volet, Les enfants du port, la révolte, un film que Daniel Grand-Clément vient d'achever. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Dix ans après le tremblement de terre, comme pour célébrer un anniversaire, Haïti s'embrase. Ils marchent, hurlent ou dansent pour contraindre Jovenel Moïse, le président de la République, à la démission. Il faut que Jovenel s'en aille. Jovenel n'est d'aucune utilité pour nous en Haïti. Il nous vole tous. Il fait tuer tous les gens dans la rue. Il faut qu'il s'en aille. Aujourd'hui même. Qu'il n'oublie jamais que le sang va couler pour qu'il s'en aille. Ok, merci. La vie économique est paralysée par le désordre des rues. Les pauvres, encore plus pauvres. Ces gens luttent pour des sachets remplis d'eau potable, qui eux aussi